Très bien, je vous remercie pour votre question. Je suis Mansour Diaye, le représentant résident du PNUD en Mauritanie. Comme vous le savez, les objectifs de développement durable figurent au rang des priorités de notre cadre donc, de coopération avec la Mauritanie. Ce que nous pouvons dire d'une manière générale et au plan international, c'est que les ODD accusent un retard significatif. Et ce retard, bien sûr, n'épargne pas la Mauritanie. Très récemment, le secrétaire général des Nations Unies a indiqué que seuls 12% des ODD au plan international étaient en passe des travaux. Et a également lancé un appel pour un sauvetage des ODD. Donc, c'est vous dire l'ampleur des défis. À cet égard, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Mauritanie, seuls 20% des objectifs de développement durable seraient atteints sur la base des tendances actuelles, ce qui souligne donc la nécessité d'action vigoureuse pour corriger ces trajectoires. Je vais vous donner juste quelques exemples pour montrer qu'il y a des progrès importants, mais il y a également énormément de défis à relever. Si je prends le cas de la pauvreté, mesurée sur une base monétaire, ce qu'on voit, c'est que la pauvreté a reculé de 2,7% sur les 5 dernières années, donc en 2014 et 2019. C'est un point très positif. Mais en même temps, lorsque vous regardez la pauvreté multidimensionnelle, c'est-à-dire la pauvreté mesurée non pas par l'argent, donc la monnaie, mais plutôt par l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès donc aux conditions de vie, ce que nous voyons très clairement, c'est que cette pauvreté affecte près de 57% de la population. Donc on passe de 28,2% à 57%. Et ces 57% affectent encore plus le milieu rural, où la pauvreté affecterait près de 3/4 de la population. Donc, progrès, mais défis. Un autre exemple que je peux vous donner, et qui est relativement précis, en matière d'inégalité, ce que nous voyons, c'est que les 20% les plus riches donc, de la population dépensent 5 fois plus que les 20% les plus pauvres. On voit clairement qu'il y a un gap. Et enfin, donc, pour illustrer, prenons le cas de l'accès à l'énergie, à l'électricité. Globalement, la Mauritanie a fait des progrès substantiels en passant de 41% en 2017 à 48% donc, en 2020. Alors, certes, il faut s'en féliciter, mais en même temps, ce que nous voyons, c'est que le taux d'accès à l'électricité en milieu urbain est de 78%, mais il n'est que de 6% en milieu rural. Donc, encore une fois, vous voyez l'ampleur du défi. Et donc, c'est sous ce rapport, et vous avez dû voir en début de semaine, donc lundi, on a organisé un dialogue de haut niveau avec les autorités, donc les partenaires au développement, pour justement réfléchir sur quelle action urgente prendre. Et dans ce cadre, ce qui est ressorti de nos simulations, que nous appelons le SDG Push, donc c'est vraiment mettre en place un paquet de services, un paquet d'interventions critiques, bien ciblées, ambitieuses en matière d'investissement dans le domaine social, dans le domaine de la gouvernance, dans le domaine de l'innovation, mais également donc, en matière de transition numérique. De tels investissements choisis de manière très spécifique permettraient de réduire la pauvreté, donc d'affecter 80 000 personnes qui sortiraient de la pauvreté d'ici à l'horizon 2030. 80 000 personnes, dont 30 000 femmes. Voilà le genre de choses qui peuvent être faites et qui requièrent donc une attention urgente. Mais en même temps, comme vous en conviendrez, investir pour accélérer les ODD a un coût. Et ce coût, il a été estimé à des besoins additionnels de 11% du PIB. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des choix à faire. Tout ne peut pas être fait, mais les investissements prioritaires doivent être clairement identifiés. Là, vous me posez une question importante, critique mais difficile à résoudre. Comme vous le savez,
l'Afrique est le continent qui subit le plus l'impact du changement climatique. Mais en même temps, l'Afrique, y compris la Mauritanie, sont ceux qui polluent le moins. Donc on a une situation paradoxale. Alors cette situation paradoxale fait que donc la Mauritanie est effectivement l'un des pays qui est le plus vulnérable au changement climatique. Au classement mondial, il s'est sécurisé à la 58e place sur 130 pays qui ont été évalués. Alors, à partir de là, la réponse du PNUD, qu'est-ce qu'elle est? La réponse du PNUD s'articule autour de ce que nous appelons la promesse climat. La promesse climat est un plan d'action ambitieux qui actuellement est en train d'aider plus de 120 pays, 120 États membres, à prendre en charge leurs défis en matière de changement climatique. Et sous ce rapport, ce qui est fait, c'est que chaque pays se prononce, définit son ambition dans le cadre de ce qu'on appelle la contribution nationale déterminée. S'agissant de la Mauritanie, elle s'est résolument engagée à réduire ses émissions de carbone de 92% à l'horizon 2030. Comment traduire cette ambition en action? C'est là où le rôle d'acteurs du développement comme le PNUD, avec d'autres partenaires, donc intervient. Et ce que nous faisons, c'est justement que nous travaillons sur différents axes, que ce soit des questions relatives à la gestion des déchets, la transition énergétique, donc la lutte contre l'insécurité climatique, etc. Donc différents points d'action qui nous permettent clairement d'enclencher ces dynamiques pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Un exemple que je voudrais vous donner, c'est que si je prends le cas de l'offre énergétique, la part du renouvelable dans l'offre énergétique, c'était 18% en 2015. En 2020, on est déjà passé à 34%. Donc, ce sont des progrès remarquables. Mais soutenir ces progrès requiert donc la poursuite de ces investissements et dans la durée. Et en rapport avec ça, deux points peuvent être illustrés. Nous avons lancé avec les autorités un programme ambitieux que nous appelons le PERSI. C'est le programme d'électrification rurale dans les zones isolées. Qu'est-ce que ce programme fait? Il va donc cibler 200 villages dans les zones les plus reculées et leur fournir un accès à de l'électricité, mais pour un usage productif. Et le faire en utilisant des mini-centrales solaires, donc qui ne sont pas connectés au réseau. Donc ça, en matière technique, c'est ce qu'on appelle vraiment l'atténuation. C'est-à-dire qu'on produit de l'énergie, mais on ne produit pas de CO2. Voilà les éléments concrets sur lesquels le PNUD travaille quotidiennement. Et nous pensons pouvoir approfondir cette collaboration avec les autorités de manière à les aider à atteindre des objectifs qu'elles se sont. Oui. Je crois que c'est une excellente nouvelle et une excellente opportunité. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est nous assurer qu'on accompagne les autorités pour que ce potentiel soit transformé en action concrète au bénéfice de l'émergence économique et sociale que les autorités se sont fixées comme ambition, mais tout en protégeant également l'environnement. Et le troisième grand défi, c'est en matière économique ce qu'on appelle le Dutch disease, c'est donc le syndrome hollandais. L'idée, c'est de dire que lorsqu'un pays bénéficie de beaucoup de ressources pétrolières, gazières, minières, si ce n'est pas bien géré, ce qui va se passer, c'est qu'on développe une économie d'enclave, c'est-à-dire une niche qui ne bénéficie qu'à un petit groupe et qui, en plus, peut créer de l'inflation dans le pays. Donc l'idée ici justement, c'est de pouvoir créer des chaînes de valeur, créer du contenu local, créer de la valeur ajoutée avec des emplois, mais des emplois qui vont justement bénéficier aux jeunes, qui vont bénéficier aux femmes, et de manière à ce que cet atout devienne vraiment quelque chose qui est concret et qui va affecter la vie des populations de manière significative. Et sous ce rapport, je pense que ces ressources, si l'accompagnement
Et l'ambition des autorités, donc, se maintient clairement, en particulier dans une optique de développement économique local, parce que ce qu'il faut, c'est que ces ressources bénéficient également aux communautés environnantes. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait des investissements dans les lieux où ces ressources sont disponibles, de manière donc à pouvoir assurer un développement qui soit harmonieux. Un élément important, c'est les éléments de gouvernance, comme je le disais, pour s'assurer que ces ressources sont utilisées de manière optimale. Plusieurs outils mis en place, tels que la budgétisation sensible justement à ce genre de ressources-là, pour nous assurer que les ressources sont allouées dans les secteurs qui en ont vraiment besoin. Nous travaillons à cet égard, c'est un exemple qui me plaît de souligner, avec l'USAID, avec les autorités nationales, dans le cadre d'une initiative qui vise à promouvoir la transparence et la redevabilité dans les industries extractives. Donc, extrêmement important. De la même manière, nous avons collaboré avec les autorités pour développer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et ce que nous faisons justement, c'est la mise en œuvre de toutes ces stratégies qui permettent vraiment d'avoir le cadre approprié de manière à ce qu'on puisse assurer donc cette industrialisation qui est tant attendue, mais qu'elle bénéficie à tous. Je pense que là, vous touchez encore à un autre point qui est un défi que beaucoup de pays rencontrent au quotidien, c'est celui de l'emploi des jeunes d'une manière générale. Et ce qu'on peut dire en Mauritanie, c'est que ce défi touche en particulier les grandes villes, Nouakchott, Nouadhibou, mais en plus qu'il affecte surtout les femmes, les jeunes filles plutôt que les jeunes hommes. Donc je pense qu'avoir cette grille de lecture est importante pour savoir comment donc agir. Alors ce que nous faisons donc sous ce rapport, c'est que, comme je l'ai indiqué, la vision de la Mauritanie est d'être une économie émergente, une économie inclusive. Pour cela, ça suppose donc que la transition vers ce modèle prenne en compte ce changement de paradigme vers une économie qui est sobre en ressources naturelles, qui émet faiblement du gaz carbonique, qui est également prend en compte les dimensions sociales, parce que encore une fois, lorsqu'on parle d'objectifs de développement durable, on est sur l'économique, le social et l'environnemental, donc les trois dimensions. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'il faut un changement dans la manière d'approcher le marché de l'emploi, dans la manière de faire les formations, dans la manière d'accompagner les jeunes dans leurs activités, dans la manière de produire, mais également de consommer. Alors, ce que ça nous indique in fine, c'est qu'il y a énormément d'opportunités de création d'emplois verts. Que ce soit dans les secteurs productifs, l'agriculture, que ce soit l'élevage, la pêche, mais également des secteurs un peu plus différents tels que l'écotourisme, l'économie circulaire, la gestion des déchets. Donc il y a énormément d'opportunités. Alors nous, ce que nous faisons dans ce contexte, c'est que nous utilisons l'innovation comme un facteur d'accélération de la transition vers ce modèle. Je vous donne un exemple concret. Nous avons à travers un défi d'innovation, identifié des jeunes innovateurs et qui ont lancé des initiatives. Et là, j'aime bien parler de ce modèle qui concernait une jeune femme et qui a lancé une initiative qu'on appelle le biogaz. Donc, c'est du gaz vert produit à partir des déchets organiques de l'élevage. Donc, des déchets que personne n'utilise. Donc, on les recycle. Après un traitement, on a du gaz et qu'on distribue à 300 familles pauvres, des ménages pauvres pour le moment. Donc, on ne coupe plus de charbon, on ne coupe plus d'arbres, on nettoie l'environnement, on donne du gaz à des ménages pauvres, vraiment sélectionnés sur la base du régime social, donc des gens qui en ont vraiment besoin, et à un prix quasiment dérisoire. Donc ça, c'est comment créer par exemple un emploi vert. Il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait donner. Dans le guide du Mahal al-Saba, nous avons un projet
qui s'appelle le projet de promotion des emplois et des moyens de subsistance, donc qui respecte l'environnement. Alors, ce projet a bénéficié à plus de 1700 femmes qui travaillent aussi bien dans l'élevage que dans l'agriculture et qui leur ont permis justement au fur et à mesure de s'autonomiser. Donc, c'est des choses concrètes. Je pourrais également vous donner le cas, donc, parce qu'on parle d'économie verte, mais dans la réalité, au sens large, la pêche est également là-dedans. Donc, dans le domaine de la pêche, nous travaillons avec les autorités sur donc, la modernisation de la pêche artisanale. Voilà notre angle où vraiment il y a des opportunités qui sont très importantes. Donc, on pourrait continuer, mais voilà le genre de choses que nous faisons et qui, nous le pensons, sont de nature à vraiment permettre aux jeunes, en fait, d'être des agents du changement, en utilisant donc l'innovation, en utilisant les technologies pour leur permettre donc de s'autonomiser. Alors là, vous parlez de ce que j'aime à qualifier de levier nouveau d'accélération du processus de transformation économique et sociale. Mais j'y rajouterai un peu plus, c'est l'innovation que je mentionnais donc tantôt. Et je crois que de ce point de vue, la Mauritanie s'inscrit dans une perspective où on pense qu'à partir de 2027, on aura déjà des croissance à 2 chiffres. Alors, lorsque vous prenez ça, et ça rien qu'avec donc ces dynamiques actuelles, avec l'hydrogène vert, etc. Si vous y rajoutez la transition énergétique et la transition numérique, vous avez vraiment, et l'innovation, des ingrédients pour vraiment accélérer encore donc cette croissance. Ce qu'on peut dire en matière, par exemple, de transition énergétique, je vous avais donné l'exemple du PERSI. Donc, utiliser la transition énergétique pour avoir accès à une énergie propre, mais pour une utilisation productive. C'est pas juste l'accès. C'est avoir l'énergie, mais pouvoir l'utiliser pour de la petite transformation, pour faire de l'agriculture, avoir l'accès à des motopompes, etc., mais avec du solaire, donc du propre. Si je prends le cas donc de l'innovation, comme je le disais, nous avons accompagné les autorités pour la mise en place de ce qu'on appelle cette plateforme d'innovation qu'on appelle Ipticar, qui est justement une plateforme qui cherche à détecter les talents, à les accompagner pour qu'ils vraiment donnent libre cours à leur puissance créative, qui mettent des projets sur le marché. On en a dans l'apiculture, j'ai parlé de biogaz, on en a beaucoup d'autres. Ce qu'on pourrait également dire, c'est que nous avons récemment, vous avez dû le constater, les autorités ont adopté la Startup Act. Alors, cette Startup Act, nous avons travaillé, accompagné les autorités à la concevoir, donc à l'adopter. Et l'idée, c'est justement ça. Créer un environnement qui soit favorable à l'émergence de PME innovantes qui vont développer des solutions de développement. Et je crois que nous avons également, sous ce rapport-là, une initiative intéressante sur laquelle nous travaillons actuellement, qu'on appelle l'Unipod. L'Unipod, c'est un incubateur d'innovation qui sera logé au niveau de l'université, avec tout le matériel, mais vraiment de dernière génération en matière de technologie. Et l'idée, c'est justement de connecter les jeunes innovateurs, les étudiants qui ont envie de se lancer vers de la recherche, et les connecter avec le secteur privé pour créer justement des opportunités. Donc, on a beaucoup de choses comme ça que nous faisons, et par ailleurs, donc en matière de numérique, vous le savez, l'agence numérique de l'État a été mise en place, donc contribuer à l'appui, à la réflexion, donc qui a permis d'aboutir à la mise en place de cette agence. In fine, l'idée c'est de faire du numérique un levier d'accélération des progrès, un levier qui va permettre de renforcer la qualité des services publics et surtout de les rendre disponibles. Imaginez, je regarde donc ma carte, quelqu'un qui est dans le Walid Harbi ou bien qui est dans le Guidi Maha et qui n'a pas accès à certains services publics. Le numérique
peut lui permettre justement, avec la connectivité, d'avoir accès à ces services en restant sur place. Donc ça, ce sont donc des éléments qui, in fine, pris en passe, donnent une combinaison gagnante pour cette Mauritanie émergente que les autorités souhaitent avoir. Alors, là, je vais peut-être, comment dire, rendre à César ce qui appartient à César. On va d'abord parler de la vision des autorités, avant de modestement parler de ce que, ce que on peut, nous, en tout cas, faire pour accompagner cette vision. Je crois qu'il est clair que les autorités ont cette vision d'une Mauritanie émergente à l'horizon 2030, c'est-à-dire une Mauritanie attractive et prospère, une Mauritanie moderne, connectée, une Mauritanie qui donc est un modèle pour le développement durable, place l'humain au cœur donc, de ses activités et qui est engagée dans la lutte contre toutes les formes d'inégalité, y compris les inégalités de genre. C'est ça la vision que les autorités ont. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les autorités dans la transformation de cette vision en donc, des plans qui permettent donc, de les concrétiser. Un autre élément de réflexion, et là je vous donnerai ma propre vision, c'est que si on se réfère à l'agenda 2063 de l'Union africaine, vous voyez qu'ils sont déjà dans une projection, dans une perspective beaucoup plus longue. Et c'est là où je crois qu'il y a encore une opportunité pour aller au-delà de l'horizon 2030 et de nous projeter sur un horizon d'au moins 2050 pour justement commencer à articuler les tendances lourdes qui vont permettre justement non seulement d'asseoir cette transformation économique, cette émergence, mais de pouvoir la diversifier, l'enraciner. Et je crois clairement que pour ça, les investissements en matière de diversification économique et d'industrialisation vont être clés. Avoir des champions nationaux qui vont justement être à l'avant-garde donc de ces dynamiques va être essentiel. Avoir une gouvernance qui soit transparente, qui soit inclusive, qui soit redevable, sera essentiel. Investir dans le capital humain, avoir des jeunes bien formés, qui soient à même justement d'accompagner cette ambition des autorités, mais surtout de faire des jeunes non pas un problème, mais une solution, de faire d'eux des agents du changement. Je crois que tels sont les éléments qui me semblent essentiels et in fine, la contribution du secteur privé. Encore une fois, le public n'a pas vocation à créer des emplois. Le véritable moteur de la croissance, de l'émergence, de la transformation, c'est le secteur privé avec lequel on va travailler de manière très, très donc rapprochée. Et de ce point de vue-là, nous avons en tout cas beaucoup d'initiatives que nous prenons pour nous assurer qu'ils sont au cœur de notre action. Alors, mon dernier mot, je crois que je vais faire honneur aux femmes dans mon dernier mot. Je vais vous parler de ce que le PNUD fait pour promouvoir le genre. Vous savez, au niveau de notre institution, nous avons ce que nous appelons un plan stratégique, qui est donc vraiment notre, j'allais dire, plan de travail au plan international. Dans ce plan de travail, nous avons 6 solutions phares. Il y a la pauvreté, la transition énergétique. Nous avons les questions de résilience au choc. Alors, les questions liées également donc, à la gouvernance, à la transition numérique. Et le dernier, c'est le genre. C'est pour dire à quel point le genre figure donc au rang des priorités, donc s'agissant du PNUD. Alors, sous ce rapport, il me plaît de souligner que, pour nous, le coût d'opportunité de la non prise en compte du genre et de l'autonomisation des femmes en Afrique, c'est 96 milliards de dollars par an. C'est une étude que le PNUD a faite en 2016. 96 milliards de dollars par an.
Ça veut dire donc que prendre en compte l'autonomisation des femmes est essentiel. Pour cela, nous avons un certain nombre d'initiatives, déjà au niveau du PNUD. Tout ce que nous faisons, tous les programmes, doivent ou être exclusivement ciblés les femmes, ou à défaut avoir une composante significative qui vise les femmes. Parce qu'il faut des actions délibérées pour l'autonomisation des femmes, ça ne se fera pas tout seul. Je peux également donner l'exemple d'un programme qu'on appelle le STAGI, qui est devenu Mouraba. Ce programme, qu'est-ce qu'il fait? C'est un partenariat entre le gouvernement, l'Union nationale du patronat et le Programme des Nations Unies pour le développement. Et il vise exclusivement les jeunes filles. C'est fait à dessein. Actuellement, nous avons des promotions au niveau de la Banque nationale de Mauritanie, au niveau du barreau. Nous avons également donc d'autres promotions qui sont avec l'Agence de promotion des investissements, et il y en a d'autres qui vont se mettre en place. Et ce que nous voulons, c'est vraiment nous assurer que les femmes ont l'opportunité de montrer que ce sont des acteurs du développement. Je pourrais également vous donner l'exemple des interventions que nous faisons en faveur de l'entrepreneuriat féminin. En début d'année, nous avions organisé une opportunité de formation pour 1500 femmes entrepreneurs, en les mettant en rapport avec des femmes entrepreneurs, donc des Émirats arabes unis, justement pour qu'il y ait cet échange. Et ça leur a permis de passer d'idées ou de concepts à des produits concrets, avec des initiatives. Et nous les accompagnons donc dans ce sens-là. Et un dernier exemple que je vous donnerai, c'est dans le cas des élections. Donc, vous le savez, le PNUD est l'Agence des Nations Unies qui s'occupe de cette partie, donc en tout cas pour la mise en œuvre opérationnelle des élections, en partenariat bien sûr avec d'autres agences du système, et également donc la coordination du système des Nations Unies. Nous avons, pour assurer la promotion de la représentativité des femmes, travaillé avec un certain nombre d'organisations de la société civile, en particulier le Conseil national de la jeunesse, le réseau des femmes parlementaires et anciennes ministres, le réseau des femmes journalistes, etc., pour leur permettre de peser comme des acteurs de plaidoyer, de sensibilisation, pour nous assurer que les femmes entendent le message et qu'elles vont vraiment pouvoir avoir accès à ces opportunités. Je ne saurais terminer simplement sans dire que je vois la Mauritanie avec sa trajectoire de développement qui lui est propre. Il n'y a pas de solution de développement identique d'un pays à l'autre. Donc, la vision d'émergence de ce pays doit prendre en compte le contexte du pays, doit reposer sur des solutions qui marchent pour le pays, doit également reposer sur le financement, certes en partenariat, mais s'assurer que les dépenses publiques se font avec la meilleure qualité possible. Je vous donne juste un chiffre. L'aide publique au développement aujourd'hui en Afrique, c'est à peu près 60 milliards de dollars par an. Si vous prenez les dépenses publiques des États, c'est 10 fois ce chiffre-là. On parle de 600 millions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? 600 milliards de dollars. Ça veut dire que la première source de financement des objectifs de développement durable en Afrique, ce sont les gouvernements eux-mêmes. Mais c'est un chiffre dont on ne parle pas. D'où l'importance d'optimiser les dépenses, de nous assurer qu'on a des dépenses de qualité qui vont cibler les secteurs les plus prioritaires de manière justement à enclencher ces dynamiques de transformation. Ce que nous souhaitons, c'est que la Mauritanie soit au rendez-vous, donc le 2030, qu'on fasse le maximum de progrès possible, qu'on ne laisse personne de côté et que les jeunes et les femmes aient pleinement l'opportunité de jouer leur rôle